J'attends que tout le monde. Donc nous allons passer à cette première table ronde. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, l'avocat garant de la protection des libertés. Et je voudrais en profiter pour remercier bien évidemment Christophe Darbois, le président de l'ERAGE, et Christina Kruger, ancienne bâtonnière de l'Ordre des avocats de Strasbourg, qui nous ont accompagnés aux côtés de monsieur le bâtonnier de Strasbourg pendant toute cette année 2021 pour préparer ce colloque. Et donc je vous remercie de bien vouloir les applaudir. Donc j'ai le plaisir de modérer cette table et je voudrais tout d'abord excuser l'absence du vice-président du Conseil des barreaux européens, Panayotis Perakis, qui lui aussi est atteint du Covid et donc a été dans l'impossibilité malheureuse de venir à Strasbourg. Alors il m'a demandé en introduction de dire quelques mots en son nom et au nom du Conseil des barreaux européens, car en ce qui concerne les garanties procédurales que nous allons évoquer, tant sur le plan de la Convention européenne des droits de l'homme que sur le plan du droit de l'Union avec Laurent Huet, le Conseil des barreaux européens a toujours été, en quelque sorte, le fer de lance de l'obtention de nouvelles garanties procédurales et s'est intéressé donc à ces garanties procédurales depuis maintenant une vingtaine d'années. Puisque, vous le savez, la question des garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause a toujours été au cœur de l'action, non seulement des barreaux nationaux, mais aussi du Conseil des barreaux européens. Nous le savons, six directives ont été instituées depuis une vingtaine d'années par le Conseil de l'Union européenne et nous les pratiquons tous les jours par la transposition de ces directives dans l'ordre juridique national. Je parlerai notamment du droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, du droit à l'information dans le cadre de ces mêmes procédures pénales, le droit d'accès à l'avocat dans les procédures pénales et le droit de communiquer en cas d'arrestation, mais aussi les mesures qui ont visé à garantir la présomption d'innocence, les garanties procédurales en faveur des enfants, et sûrement la bâtonnière Dominique Attias en parlera, et le droit à l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes qui sont poursuivies dans le cadre de ces mêmes procédures pénales. Bien évidemment, ce programme qui s'est traduit par ces 6 directives a pris beaucoup d'années et c'est véritablement dans le cadre de la reconnaissance mutuelle et de la confiance mutuelle entre les États qu'ont pu effectivement naître ces directives. Il a fallu du temps, bien évidemment, et il a fallu le temps aussi de la transposition dans l'ordre juridique national des différents États de l'Union européenne. Mais ce que nous pouvons dire comme bilan, c'est que ces garanties existent. Elles sont parfois encore méconnues par les praticiens du droit. Dans le cadre des transpositions nationales, on s'aperçoit aussi, le bilan peut être fait que les transpositions ne sont pas forcément toutes égales et n'ont pas garanti la même protection dans les États de l'Union. Mais pour ce qui concerne le CCBE s'est toujours attaché à essayer de renforcer et de contribuer efficacement à la transposition des directives dans les différents États membres de l'Union. Alors, nous sommes évidemment conscients qu'il y a encore des divergences dans la manière dont les mesures actuelles sont mises en œuvre et appliquées dans les différents États, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais cela ne remet pas en cause l'efficacité de ces mesures, car il faut bien le dire, les garanties ne peuvent entrer en vigueur que si elles sont réellement efficaces et si elles sont appliquées par les juridictions nationales de manière efficace. Et c'est bien l'objectif du Conseil des barreaux européens de mettre en évidence les cas dans lesquels les États membres n'appliquent pas correctement les directives européennes.
Alors, certes, ces garanties existent, mais ne faut-il pas effectivement prévoir des droits à venir dans l'avenir? Est-ce que, oui ou non, ces garanties ne sont-elles pas complètes dans le cadre du procès pénal? Alors, nous le savons, il y a encore des champs d'action à visiter. Je parlerai par exemple de l'admissibilité des preuves, puisque le traité de Lisbonne, dans son article 82, paragraphe 2, a conféré à l'UE la compétence explicite d'adopter des règles minimales en ce qui concerne l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres. Il n'y a pas seulement l'admissibilité des preuves, il y a aussi la détention, qui est un sujet important, qui au jour d'aujourd'hui n'a toujours pas, et je crois que Laurent Huet en dira un mot, n'a toujours pas abouti. Aucune loi, aucune directive communautaire ne traite spécifiquement des conditions de détention, et nous pensons qu'il est quand même regrettable qu'aucune initiative n'ait été prise à l'heure actuelle à l'échelle de l'Union européenne en ce sens. Le traitement des détenus, et notamment le traitement des détenus étrangers, est source d'inquiétude dans beaucoup d'États de l'Union européenne. On peut aussi souligner qu'il y a une mauvaise utilisation de la décision européenne de contrôle judiciaire, car cette décision existe. L'introduction dans les États membres de cette décision de contrôle judiciaire était prévue en 2012, au plus tard, et devait permettre aux personnes accusées d'infractions à l'étranger d'attendre leur audience dans leur pays d'origine sous la supervision des autorités locales de ce pays. Il est évident que cette décision européenne de contrôle judiciaire est aujourd'hui très peu utilisée dans les États membres, ou alors si elle l'est, de manière très très peu efficace. Un autre champ à venir, c'est aussi les enquêtes de la défense. Nous estimons aussi que les avocats devraient permettre la réalisation d'enquêtes de la défense, à savoir des enquêtes effectuées par les avocats de la défense dans le cadre des procédures pénales, afin de réunir des éléments de preuve en faveur de leurs clients, comme le prévoient d'ailleurs certains États membres. D'autres questions sont aussi à l'ordre du jour du Conseil de l'Union européenne. J'en prendrai une particulièrement, la réforme du mandat d'arrêt européen qui a été discutée depuis un certain nombre de mois. La Commission européenne a présenté plusieurs rapports. Faut-il ou non réformer la décision cadre sur le mandat d'arrêt européen? Cette décision cadre qui fêtera cette année son 20e anniversaire. Et nous le savons, le mandat d'arrêt européen présente des faiblesses dans certains États. Nous le voyons bien lorsque nous intéressons aux procédures du mandat d'arrêt européen, où nous voyons par exemple la multiplication de décisions qui sont prises par des États demandeurs sur des vols, des infractions très très simples, et qui mettent en œuvre effectivement ce mandat d'arrêt européen qui est assez lourd à exécuter. Il s'agit aussi de coopération judiciaire et de confiance mutuelle entre les États pour que ce mandat d'arrêt européen puisse facilement être résolu. Donc nous le voyons, le mandat d'arrêt européen pose de sérieux problèmes, mais semble-t-il, réformer cette décision cadre de 2002 apporterait peut-être plus de difficultés qu'elle ne résoudrait de problèmes. Le parquet européen est un autre sujet qui est aujourd'hui un sujet d'actualité, et le CCBE a pris position très très récemment dans une communication où nous soulevons bien évidemment les droits de la défense pour ce qui concerne les procédures qui seront conduites par le parquet européen. 4 points spécifiques retiennent l'attention des praticiens: l'absence de réglementation spécifique aux droits de la défense et aux droits procéduraux, les effets sur les droits des suspects au niveau national, les problèmes prévisibles liés à l'accès au dossier, et enfin la possibilité pour la Chambre permanente qui tient ses audiences à Luxembourg de décider dans quelle juridiction auront lieu l'instruction ou les poursuites à l'encontre d'un présumé coupable. Donc le bilan que nous pouvons faire sur ces différentes garanties procédurales européennes est tout à fait positif, même s'il mériterait d'être complété par les quelques éléments que je viens d'énoncer. Mais
ce qui importe, me semble-t-il, c'est de connaître ces instruments, comme le disait la bâtonnière de Paris, de connaître et de les utiliser, car ces directives, c'est du droit national et il faut savoir les utiliser. Et le meilleur exemple que je pourrais donner est l'utilisation de ces garanties procédurales par la Cour européenne des droits de l'homme dans les différentes décisions qu'elle a pu prendre depuis de nombreuses années. Et elle vient souvent rappeler effectivement que ces directives, ou tout au moins la transposition de ces directives, existent et qu'il faut savoir les utiliser pour pouvoir évidemment défendre efficacement son client dans le cadre de procédures nationales. Donc voilà un petit peu le message que souhaitait délivrer le vice-président du CCBE et j'ai été très heureux de le délivrer en ce lieu et place. Je vous remercie. Donc je vais donner tout de suite la parole à Dominique Attias, ancienne vice-bâtonnière du barreau de Paris, et notamment qui est la présidente de la Fédération des barreaux d'Europe. Cher Dominique, à toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors c'est évidemment un honneur et un plaisir d'intervenir dans ce panel au début de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Un mot quand même de remerciement à nos 3 institutions représentatives de notre profession d'avoir décidé de cette journée. Un remerciement aussi de nous accueillir, et c'est toujours vraiment c'est un émerveillement d'être à Strasbourg, et en cette saison encore plus, avec encore toutes ces illuminations. Et un remerciement, mais tout à fait particulier, à la délégation des barreaux de France, à son extraordinaire équipe, et à son président Laurent Petiti, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour faire de cette journée un grand succès. Je pense qu'ils dormiront mieux ce soir. Et merci, Laurent, de m'avoir sollicité. Il n'est pas suffisamment rappelé, comme d'ailleurs l'a relevé Jérôme Gavaudan, il n'est pas suffisamment rappelé aux populations faisant partie de l'Union européenne que l'Europe et ses institutions sont là pour les protéger et garantir leurs droits. Un droit fondamental est celui de bénéficier en justice d'un procès équitable. L'instrument juridique majeur, et je le dis pour les confrères qui nous suivent, notamment, j'allais dire, par Internet, et qui doivent s'en saisir, c'est bien évidemment l'instrument juridique dont disposent les instances de l'Union européenne, qui est la directive, qui est utilisée pour harmoniser les législations nationales et mettre en œuvre les politiques de l'Union. La directive lie tout État membre quant aux résultats à atteindre, vous rappelle l'article 288 du traité fondamental de l'Union européenne, fixe des délais de transposition en droit interne pour devenir partie intégrante de la loi nationale. Ça a été rappelé, mais je le dis à nouveau, et vraiment plongez-vous-y dedans, de nombreuses directives concernent le droit à un procès équitable dans le cadre des procédures pénales. On vous l'a dit, au nombre de 6. La première, il y a plus de 11 ans maintenant. Celle du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction, qui a dû être transposée au plus tard le 27 octobre 2013 et où il y a quand même encore, pour l'effectivité des droits, du boulot à faire dans nos États. La seconde, relative au droit à l'information, du 22 mai 2012, transposée au plus tard en 2014, 1 an et demi plus tard, puis celle fondamentale, relative au droit d'accès à un avocat, et j'y reviendrai en deuxième partie de mon propos. Elle est du 27 novembre et elle devait être transposée le 27 novembre 2016, et celle du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'accès à son procès. Les institutions européennes se doivent de garantir les droits des plus vulnérables d'entre nous. Je veux parler des enfants et plus particulièrement de ceux qui sont en conflit avec la loi,
qui est le terme européen, bien plus bienveillant que celui de mineur délinquant, trop communément employé. Pour garantir un accès effectif à la justice, je me dois de mentionner également la directive concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et personnes poursuivies du 26 octobre 2016. Sans cet accès à l'aide juridictionnelle, nombre d'enfants ne pourraient être valablement assistés. Cette directive a été transposable au plus tard le 5 mai 2019, près d'un mois avant la transposition de celle qui va nous occuper. Bien évidemment, je les ai rappelés pourquoi, parce que les enfants bénéficient des premières directives que je vous ai citées. Vous le savez peut-être pour certains, je suis d'abord et avant tout, et depuis pas mal de temps maintenant, avocate d'enfants. D'abord, avocate d'enfants. Et depuis de nombreuses années, je suis là pour faire vivre leurs droits avec mes confrères et mes consoeurs. Et c'est un des combats fondamentaux de mon existence. Mon intervention concernera donc plus particulièrement la directive 2016-800 du 11 mai 2016, transposable au plus tard le 11 juin 2019, concernant la mise en place des garanties procédurales en faveur des enfants en conflit avec la loi. Cette directive a été transposée par la France, d'abord par la loi du 18 novembre 2016, dite de modernisation de la justice du XXIe siècle, mais plus spécifiquement le 23 mars 2019, juste avant juin 2019, cette loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice qui a été mise en musique pour les enfants par l'ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de justice pénale des mineurs. Le Code de justice pénale des mineurs est tout nouveau et les avocats doivent s'en saisir. Il est rentré en vigueur le 30 septembre dernier, quasiment hier. Compte tenu du temps qui m'est imparti, après avoir évoqué les sources européennes et internationales ayant permis à cette directive de voir le jour, et vous devez aussi vous en saisir, je vous parlerai des principales avancées apportées par cette directive, puis j'évoquerai le rôle fondamental de l'avocat spécialisé aux côtés de l'enfant. Chaque année, dans l'Union européenne, plus d'1 million d'enfants font l'objet de poursuites pénales. Il n'y a pas de domaine où l'existence de justice est plus forte que dans celui de la justice juvénile. Des réponses inadéquates, inappropriées pour des enfants en conflit avec la loi peuvent marquer, parfois définitivement, leur avenir et contribuer davantage encore à l'insécurité. Ces propos ne sont pas de moi, mais de Françoise Tulkens, ancien juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, en introduction d'un passionnant et utile manuel à l'initiative de défense des enfants internationale, DEI, Belgique, destiné aux États membres, pour permettre la mise en œuvre de cette directive. N'hésitez pas à le consulter. Cette directive, comme je vous le disais, ne vient pas de nulle part. L'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaît expressément le caractère fondamental des droits de l'enfant et la considération primordiale de son intérêt, ce qui doit être impérativement rappelé lorsqu'un enfant fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Et n'oubliez pas, les enfants, dans le cadre du mandat d'arrêt européen, les mêmes mesures s'appliquent aux adultes et aux enfants. C'est un vrai problème. Il n'est pas besoin de rappeler non plus la Convention internationale des droits de l'enfant, que les praticiens appellent la CIDE, ratifiée par tous les pays de l'Union et donc contraignante à leur égard. Les articles 37 et 40 de la CIDE sont spécifiquement consacrés à la question de la justice pénale juvénile.
D'autres sources, même si elles ne sont pas contraignantes, irriguent la directive. Les observations générales du Comité des droits de l'enfant, qui se charge de surveiller la mise en œuvre de la CIDE par les États membres, et notamment une très importante observation, qui est l'observation numéro 10, mais aussi les règles de Beijing. La règle 5 qui précise les objectifs de la justice des mineurs. Et je vous lis. Le système de la justice des mineurs recherche le bien-être du mineur et fait en sorte que les réactions vis-à-vis des délinquants juvéniles soient toujours proportionnées aux circonstances propres aux délinquants et aux délits. Mais également les principes directeurs de Riyad ainsi que les règles de la Havane vont dans le même sens. Ces dernières rappelant, comme la CIDE, que l'incarcération d'un enfant devrait être une mesure de dernier recours, et j'y reviendrai. Merci aussi les principes, et regardez les principes du Conseil de l'Europe, merci le Conseil de l'Europe, et notamment les lignes directrices du Comité des ministres sur une justice adaptée aux enfants. Je le dis, nous ne connaissons pas, nous, avocats et avocates, et nous n'utilisons pas suffisamment tous ces textes. La directive qui nous occupe y fait expressément référence dans son considérant 7, en indiquant, et je cite à nouveau, « La présente directive promeut les droits de l'enfant en tenant compte des lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur une justice adaptée aux enfants ». Mais quelles sont donc ces nouvelles garanties procédurales européennes dont bénéficient les enfants avec la loi? Deux observations préalables. L'une concernant la définition de l'enfant en conflit avec la loi. L'introduction de l'observation générale numéro 10 2007 du Comité des droits de l'enfant dont je vous ai parlé il y a 2 minutes rappelle qu'un enfant en conflit avec la loi est un être humain de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable, qui est suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale. S'il vous plaît, exit des majorités à 16 ans qui impliqueraient éventuellement une majorité pénale à 16 ans. C'est du grand, n'importe quoi. L'autre sur les dérives éventuelles du texte. On est là pour parler franc. Le considérant 67 de la directive rappelle qu'elle établit des règles minimales, et ce, afin de trouver, compte tenu de la disparité des situations nationales, un consensus, même si les États membres sont encouragés à offrir aux enfants, vous dit la directive, un niveau plus élevé de protection. C'est en conséquence une approche minimaliste qui l'emporte à maintes reprises, avec de nombreuses possibilités de déroger aux droits reconnus. Dans le cadre de l'approche sécuritaire, depuis une décennie dont les enfants font les premiers les frais, il est regrettable que de nombreux pays, comme le nôtre notamment, je parle de la France, en aient profité pour faire régresser les garanties procédurales des enfants, notamment les plus fragiles. Je veux parler des mineurs non accompagnés. Mais regardons plutôt la bouteille à moitié pleine. Un droit à l'information, comme vous l'a dit, et ce droit est précisé à l'article 4 de la directive. On vous dit que les États membres doivent veiller à ce que les enfants suspects ou poursuivis soient rapidement informés, par écrit, verbalement ou les deux, de leurs droits procéduraux et de manière brève, des aspects généraux des diverses étapes de la procédure et du rôle des autorités impliquées dans un langage simple et accessible, en tenant compte de leurs besoins particuliers, référence étant faite, comme je vous l'ai dit, à la directive relative au droit à l'information. Ceci inclut le droit d'être informé de l'accusation, de garder le silence, le droit de ne pas s'auto-incriminer, c'est le considérant 29, et de bénéficier d'un interprète, mais également, comme je vous le disais, d'une assistante légale gratuite et d'accéder à un avocat. Pourquoi je le rappelle? C'est parce que une des problématiques, c'est que dans nos textes,
nationaux, ça n'est pas forcément rappelé, mais c'est renvoyé justement au texte d'origine. Donc, aux avocats de ne pas oublier de vérifier que dans le cadre de disons, de leur défense, tous ces droits aient été respectés. De manière étonnante, dans la directive, il est réservé un sort particulier et privilégié à l'enfant privé de liberté. Et la directive rappelle que la déclaration des droits que cet enfant doit recevoir, en vertu de la directive sur l'information, devrait également, j'insiste, contenir des informations claires sur les droits que lui confère la présente directive. Assez étrange. Pourquoi cette restriction pour les autres? Est-ce donc à dire que cette information sur les droits n'est pas utile aux autres enfants? On peut en douter. Il est à noter, et c'est ce que je rappelais, que dans le Code de justice pénale des mineurs, aucune attention n'est portée sur ce droit fondamental de l'enfant à l'information. Le CJPM, puisqu'on l'appelle comme ça, se contentant laconiquement de renvoyer aux dispositions législatives réglementaires du droit pénal et de procédure pénale, précisant qu'elles sont applicables aux mineurs, sauf s'il en est disposé autrement. C'est l'article L. 13.1 de ce nouveau code. Le mot « enfant » est également totalement absent de ce code, remplacé systématiquement par le mot « mineur ». Hélas, est-ce un symbole? Un mot sur le corollaire à ce droit à l'information, celle de l'obligation d'enregistrement de l'interrogatoire, et notamment de police. C'est l'article 9, alinéa 1 de la directive, afin de garantir les droits de l'enfant avec, malheureusement, la possibilité d'y déroger en consignant l'interrogatoire sous une autre forme appropriée. Alinéa 2 de cet article. Les autorités françaises se sont saisies de cette opportunité de dérogation. Auparavant, sous l'empire de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le défaut d'enregistrement sans justification de la nature de l'impossibilité pouvait entraîner l'annulation des procès-verbaux. Désormais, l'article L. 4-5 minutes, on va se dépêcher, 413-12 du CJPM précise que la seule sanction sera qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations du mineur, sauf si celles-ci sont contestées. Un progrès sur l'accompagnement qu'apporte la directive à l'information et au droit de l'accompagnant, la présence des parents et la création d'un adulte approprié, qui était inconnu jusqu'à présent. Désormais, ce droit est rappelé dans notre Code de justice pénale des mineurs. Mais j'en viens tout de suite, bien évidemment, à la présence de l'avocat. Fondamentale. Et comme dit très justement Françoise Tulkens, elle vous dit « Le rôle de l'avocat, libre, indépendant et bien formé, est plus nécessaire que jamais. » Et nous avons la chance que la part belle est donnée à la présence de l'avocat aux côtés de l'enfant dans la directive. Les considérants 25 à 28 et 33, repris à l'article 6 de la directive, y sont consacrés. La présence de l'avocat est prévue. Sans retard dès que les enfants sont informés qu'ils sont suspects, lors d'une privation de liberté, avant tout interrogatoire, pendant les mesures d'enquête, lorsque l'enfant est cité à comparaître et il vous est dit en temps utile la présence de l'avocat avant la comparution, le droit pour l'enfant de rencontrer en privé son avocat avant d'être interrogé, de bénéficier de sa présence pendant les interrogatoires et tout acte d'instruction, mais aussi le respect de la confidentialité, qui couvre les communications, les rencontres et les correspondances. C'est l'article 5. Malheureusement, pour probablement obtenir l'adhésion de tous les États membres, certaines dérogations à l'assistance de l'avocat sont énoncées. Lorsque l'assistance de l'avocat n'est pas proportionnée au regard des circonstances de l'espèce et de manière étrange, compte tenu de la gravité de l'infraction pénale alléguée, c'est l'article 6.6 de la directive, une exception. Et elle interroge quand même. Pas d'avocat et l'assistance de l'avocat n'est pas à ce moment-là indispensable.
pour tempérer cette hérésie, cette absence de l'avocat, on vous dit, est temporaire, exceptionnelle, et uniquement au cours de la phase préalable au procès, en prenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. J'ai presque fini. Mais donc, quel que soit l'encadrement mis à l'absence de l'avocat, à mon sens, c'est quand même une entorse grave de permettre à ce qu'il n'y ait pas un avocat à un moment donné. En ce qui nous concerne, nous, bien évidemment, en France, heureusement, l'avocat est présent tout le temps. Nous avons même obtenu, et c'est grâce aux sénateurs, que dans le CJPM à l'heure actuelle, même en cas d'audition libre, l'avocat de l'enfant soit toujours présent. Un dernier mot sur quelque chose de fondamental. Vous savez que les avocats d'enfants, depuis plus de 13 ans, et notamment en France, dans le groupe que j'ai créé sous l'égide de Thierry Vickers au Conseil national des barreaux, nous militons pour obtenir la reconnaissance d'une spécialisation nécessaire. Nous l'avons obtenue. Grâce au CNB, en Assemblée générale, le 4 juin dernier, a été créée la mention de spécialisation droit des enfants. Un arrêté du garde des Sceaux du 1er octobre 2021 nous officialise. C'est un grand pas dans l'effectivité des droits des enfants particulièrement vulnérables. Il y a encore beaucoup à faire pour améliorer les droits des enfants au niveau de l'Union. La détention ne devrait pas exister pour les enfants, encore moins lorsqu'elle intervient avant jugement. Elle n'est pas remise en cause par la directive. Cette dernière, comme je vous l'ai dit, la représentant comme une mesure de dernier ressort. L'Europe doit aller plus loin, comme les avocats européens ont l'intention de le faire. Rêvons ensemble. Rêvons ensemble à des avocats spécialisés dans les droits des enfants dans tous les pays de l'Union, pouvant se contacter grâce à des réseaux sécurisés, grâce à des listes garanties par les barreaux, pour mieux défendre leurs jeunes clients qui de plus en plus circulent dans l'espace européen. Rêvons ensemble à un espace européen qui refusera l'enfermement pour ces enfants en conflit avec la loi et proposera et mettra en œuvre d'autres alternatives pour les aider à se réinsérer. L'utilité des rêves est qu'ils deviennent réalité. Je vous remercie. Merci beaucoup Dominique. Moi je crois beaucoup à l'utilité de ces réseaux européens d'avocats, non seulement en matière de défense des droits des enfants, mais plus généralement, je crois que ces réseaux judiciaires européens montrent des points positifs. Et je prends par exemple le réseau judiciaire en matière civile et commerciale, qui est un réseau qui a maintenant 20 ans cette année et qui associe aussi les avocats. Et ce réseau fonctionne très très bien. Les instruments sont parfois méconnus, mais tout ce que l'on peut dire, c'est que ce réseau a permis effectivement, de la part des praticiens, une meilleure connaissance du droit de l'Union. Et le rêve serait effectivement que nous puissions aussi devenir partenaires du réseau judiciaire en matière pénale, sous certaines conditions bien évidemment, mais il n'est pas exclu qu'un jour, effectivement, les avocats puissent être associés à ce réseau judiciaire en matière pénale, pour lequel, effectivement, aujourd'hui, sont seuls partenaires les magistrats, les procureurs et les juges de l'Union européenne. Alors, je donne tout de suite la parole à Laurent Huet, qui est le conseiller justice pénale à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, qui est un grand spécialiste de ce domaine, et donc je lui cède volontiers cette parole. Laurent. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, comme ma fille le dit à ses copines, papa est un juge qui joue au diplomate. Alors, mesdames, messieurs, et permettez-moi d'ajouter mes chers collègues, parce que je considère qu'en tant que gens de justice, nous appartenons tous à la même comité de travail. Je me fais vraiment une joie d'être là. Je remercie Maître Petiti de m'avoir invité. Je suis heureux d'être là parce que c'est une petite parenthèse de respiration avant une apnée d'une durée d'à peu près 6 mois, même précisément de 6 mois, au cours de laquelle j'aurai l'honneur de présider une multitude de groupes de négociation, notamment concernant les instruments que Madame la bâtonnière rappelait, qui seront les priorités de la présidence française en matière de justice. Et la seconde raison, c'est que le thème pour lequel vous m'avez demandé d'intervenir est aussi important qu'intéressant. Donc je vais essayer de faire preuve
didactisme et de synthèse, et de peut-être dresser rapidement un petit historique, parce que pour savoir où on va, c'est toujours plus opportun de savoir d'où on vient, de dresser également, de présenter un petit paysage, un petit bilan du paysage juridique en matière européen en matière de protection des garanties procédurales, et enfin de dresser quelques perspectives, prospectives et tendances d'évolution. Mes propos, bien sûr, n'engageant que moi et non pas l'institution à laquelle j'appartiens. Alors, très rapidement, si vous me permettez de paraphraser Saint-Just, finalement, les garanties procédurales sont un peu comme le bonheur. C'est une idée neuve en Europe, notamment au niveau de l'Europe communautaire, l'Union européenne, contrairement à sa voisine strasbourgeoise, le Conseil de l'Europe avec sa convention phare, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que Mathias Guillaumard, bien sûr, présentera de manière beaucoup plus pertinente que moi. Contrairement, donc, effectivement, au Conseil de l'Europe, l'Union européenne, les communautés économiques européennes, dans ces traités originels, ne parlent pas du tout, bien évidemment, des garanties procédurales, et plus globalement, j'articule ça avec le concept plus global de droits fondamentaux, ne parle pas de ces thématiques. Comme on le sait tous, bien sûr, le projet européen s'est bâti sur une intégration économique, et il n'y a pas de préambule ou de déclaration des droits sur le modèle des constitutions nationales. C'est progressivement que la Cour de justice de l'Union européenne, la CJCE à l'époque, s'empare de cette thématique à la fin des années 60 par notamment deux grands arrêts, l'arrêt Stauder de 1969 et l'arrêt international et Handel-Gesellschaft de 1970, s'empare de cette thématique des droits fondamentaux en les érigeant en principes généraux du droit. Et la thématique est énoncée, et le constituant européen, notamment par le traité de Maastricht et le traité d'Amsterdam, se met dans les pas des juges du plateau du Kirchberg pour également développer des valeurs de l'Union et des droits fondamentaux. C'est un rapide historique qui nous amène peut-être à la période contemporaine, enfin plus récente, fondamentale pour la consécration vraiment des garanties procédurales. C'est au début des années 2000, puisque sous l'empire de l'ex-troisième pilier justice affaires intérieures, vous vous souvenez ce fonctionnement de l'Union européenne en pilier, avec un pilier justice et affaires intérieures qui est intergouvernemental, sous ce paysage institutionnel se développent les premiers outils de coopération judiciaire au début des années 2000, à la fin des années 90, avec notamment, pour citer l'instrument phare, le fleuron de ceci, le mandat d'arrêt européen, avec cette décision cadre de juin 2002. Mais ce développement d'instruments de coopération judiciaire questionne les deux principes fondamentaux en matière de coopération, à savoir la reconnaissance mutuelle et le principe de confiance légitime. Mais évidemment, et je vais rester dans mon exemple du mandat d'arrêt européen, si une autorité judiciaire se voit requérir la remise d'une personne qui est suspectée d'avoir commis des infractions ou qui a été condamnée in absentia, alors même que potentiellement ça peut être l'un de ses nationaux, c'est une des grandes plus-values dans l'espace européen du mandat d'arrêt européen, c'est que ça rompt avec ce sacro-saint principe du fait que les États ne remettent pas leurs nationaux dans le cadre d'une procédure d'extradition. Bien évidemment, l'État d'exécution du mandat est tout à fait légitime à attendre de l'État d'émission que ces standards en termes de protection des droits fondamentaux et notamment des garanties procédurales sont au moins au même niveau que les siens et soient bien évidemment protecteurs des droits de la défense et des droits fondamentaux au sens large. Raison pour laquelle, dès 2003, la Commission propose, à l'occasion d'un élargissement de l'Union, un livre vert. Vous savez, le livre vert, dans le jargon européen, c'est une réflexion que la Commission lance, qui est souvent l'antichambre d'un livre blanc, qui disons, peaufine un peu plus une volonté législative, et ensuite un instrument juridique lorsque le besoin est avéré d'une nécessité de légiférer pour l'Union. Donc à ce livre vert succède une décision cadre, donc l'ancêtre des directives dans toujours ce troisième pilier intergouvernemental du traité de Maastricht, une décision cadre en 2004 qui prévoit effectivement d'harmoniser un socle minimal dans les États de l'Union en matière de garantie procédurale. C'est un échec. Nonobstant plusieurs sessions de négociation, pas moins de 5 conseils des ministres de la justice se succèdent, mais in fine, 6 États sont réticents, et la singularité institutionnelle dans le cadre de ce troisième pilier pour adopter une décision cadre, c'est que c'est l'unanimité au Conseil, donc chaque État disposait d'un droit de veto. Quant au Parlement, il donnait son avis, mais il n'était pas co-législateur.
La Commission, prenant acte de cet échec, revient quelques années plus tard, en 2009, avec une nouvelle stratégie qui est de séquencer sa législation, ses propositions législatives en matière de protection des garanties procédurales, et non plus, elle décide de ne plus déposer un instrument comme elle avait fait en 2004, monolithique, transversal, horizontal. C'est la fameuse feuille de route sur la garantie procédurale. Donc, elle est invitée en ce sens par le Conseil de l'Union européenne, qui le 30 novembre 2009 du coup, propose à la Commission cette feuille de route. Et on peut relier ça globalement à un contexte favorable. D'une part, le paysage juridique a changé par l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le TFUE qui communautarise, même si maintenant le terme est impropre, il n'y a plus de droit communautaire, c'est le droit de l'Union, mais en tout cas qui intègre dans l'acquis européen le troisième pilier justice affaires intérieures, donc qui n'existe plus, et donc qui soumet désormais l'adoption non plus de décision de cadre, mais de directives à ce qu'on appelle la procédure législative ordinaire, où là ça change la donne puisque ce n'est plus l'unanimité au Conseil, c'est la majorité qualifiée, donc par définition les consensus sont plus faciles à trouver et les États membres n'ont plus individuellement un droit de veto. Et le Parlement européen est co-législateur. Second élément de contexte, c'est une volonté politique au niveau des chefs d'État d'impulser un élan dans ce nouvel espace de justice, de liberté et de sécurité. C'est le Conseil européen de décembre 2009, donc tout ça est concomitant, avec ce nouveau plan quinquennal pour la justice 2010-2015, le fameux programme de Stockholm qui succède à deux autres programmes, les programmes de Tampere et de La Haye. Et dernier élément, alors c'est pas un élément de contexte favorable, c'est plutôt une conséquence et c'est symptomatique de cet élan, la création d'une direction générale de la justice parfaitement autonome. Avant, la justice était mélangée dans une direction générale justice affaires intérieures, et la nomination de celle qu'on a appelée l'hyper-commissaire Viviane Reding, qui a également rang de vice-présidente de la Commission européenne et qui désormais donc, a la légitimité politique pour intervenir par cette feuille de route et surtout la base légale par ces nouveaux traités, notamment l'article 82 du TFUE, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que vous avez mentionné, Monsieur le Président. Et donc elle ne va pas se priver pour le faire. Et voilà, et à l'époque, j'étais chef du secteur justice au secrétariat général des affaires européennes. J'étais un peu aux premières loges. Et alors, la feuille de route sur la garantie procédurale, plus le parquet européen, plus l'adhésion de l'UE à la CEDH, plus le RGPD. Voilà, je n'ai pas au chômage technique. Voilà. Et donc, concernant ces feuilles de route, je ne vais pas les relever, Dominique, Maître Athias l'a souligné, plusieurs mesures qui ont donné tout lieu à des directives. Il y a même une directive balai un peu transversale, la directive de 2016 sur la présomption d'innocence, la directive 2016-343, qui n'était pas prévue dans la feuille de route, mais qui vient un peu achever l'édifice. Plus cette directive sur l'aide juridictionnelle effectivement de 2016. In fine, toutes ces directives ont été transposées, ont été introduites dans l'ordre juridique interne, et la Commission maintenant, bien sûr, ça donne en tant que gardienne des traités un monitoring, un contrôle très étroit, d'une part de la transposition précise de la lettre de ces directives, et également, je serais tenté d'ajouter même surtout, de leur mise en œuvre effective. Alors, concernant un premier état des lieux sur ces feuilles de route, sur ce paysage juridique, je pense qu'il est permis de considérer que voilà, l'édifice est achevé. Alors c'est toujours perfectible, notamment en matière de droits fondamentaux. Le sens de l'histoire, c'est que celle-ci soit nivelée par le haut, qu'elle s'améliore toujours, notamment bien sûr dans des États démocratiques, dans des États de droit. Mais je pense voilà, qu'on est dans un moment actuel où les États membres doivent digérer ces instruments qui, pour certains, plus que d'autres, ont impacté les traditions juridiques. La Commission donc, fait des rapports d'évaluation, alors rapports de mise en œuvre, ensuite les rapports d'évaluation pour savoir s'il faut aller plus loin. Et au regard du processus législatif, alors je disais que c'est plus simple effectivement de trouver des consensus lorsqu'on est en procédure législative ordinaire avec une majorité qualifiée au Conseil. Néanmoins, il faut savoir que la singularité du processus législatif en Europe fait que voilà, ça reste quand même du consensus et du compromis. Il faut se mettre d'accord au Conseil. Certes, chaque État n'a plus son droit de veto, mais il peut y avoir des minorités de blocage, et voilà. Et puis surtout, après, il faut que le Conseil s'entende avec le Parlement, avec
projet, un draft, comme on dit, qui a évolué souvent sensiblement différent du projet initial. Et donc le dossier est déposé concomitamment sur les deux bureaux du Conseil et du Parlement européen. Il vit sa vie et ensuite, lors des fameux trilogues, les deux institutions doivent se mettre d'accord. Et donc, au regard de ces impératifs finalement de consensus in fine, je pense, en tout cas beaucoup d'observateurs le pensent, que le corpus juridique émanant de cette feuille de route est quand même assez ambitieux et permet d'achever, enfin, en tout cas, d'apporter un socle minimal en matière de garantie procédurale. Il y a toujours des angles morts, des zones grises, notamment par exemple, citons la mesure E que vous avez évoquée, Maître Attias, sur les garanties particulières pour les suspects qui ont une vulnérabilité particulière, qui a donné lieu à la directive sur le droit des mineurs dans les procédures pénales. Initialement, la mesure E était plus ambitieuse. C'est toutes les personnes vulnérables. Donc on pourrait considérer que les adultes vulnérables, parlons notamment par exemple des adultes touchés d'une incapacité, ne sont pas sujets effectivement à un texte particulier. Donc il y aura peut-être quelque chose à faire. Pour rester sur cet exemple, a priori, le besoin n'est pas avéré. Ça a été discuté au Conseil JAI de janvier 2021 sous présidence portugaise. Et globalement, toute législation des États membres permettent la prise en compte de la singularité, de la vulnérabilité d'un incapable majeur par l'intervention de tuteurs et autres. Plus globalement, c'est au juge qu'il revient effectivement d'interpréter aussi la mise en œuvre de ces textes. Et c'est en permanence que les juges du fond, qui sont les juges de la conventionnalité, comme vous le savez, interrogent la CJUE. Pas plus tard que le mois dernier, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a déposé une question préjudicielle à la Cour pour savoir quel est l'office du juge en matière de mise en œuvre des directives sur le droit à l'information et dans les procédures pénales. Alors, reste la question effectivement de la détention provisoire. Dans la feuille de route sur la garantie procédurale, c'était des mesures ABCDE par lesquelles le Conseil demandait à la Commission de déposer des instruments juridiques, des directives. Par contre, la mesure F ne faisait qu'inviter la Commission à engendrer une réflexion. C'est pareil, à déposer un fameux livre vert dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui ressort de cette réflexion? La Commission, bien évidemment, a déposé son livre vert en 2011. De multiples études ont été diligentées par la Commission. Elle a externalisé celle-ci pour la plupart. Ce qu'il en ressort, c'est que le besoin, en tout cas c'est la position de la quasi-totalité, pour ne pas dire l'unanimité des États membres au Conseil, il n'est pas nécessaire à ce stade de venir harmoniser les critères de détention provisoire, de durée de celle-ci, également plus globalement les conditions carcérales. Ça a été discuté pas plus tard qu'il y a 3 mois au Conseil des ministres de la Justice de Luxembourg, le 7 octobre, sous présidence slovène, et il en est ressorti que les États membres n'ont pas identifié ce besoin, sachant que la Commission fait beaucoup de choses en la matière. L'Agence pour les droits fondamentaux s'est dotée d'une base de données en la matière. La Commission européenne également mène une cartographie concernant les possibilités de financement dans le cadre de son programme financier pluriannuel pour améliorer le sort effectivement des prisons et les conditions carcérales. Et en tout état de cause, la Commission s'est engagée à déposer des recommandations à la fin de l'année 2022, donc sous présidence tchèque, visant à proposer les bonnes pratiques en matière de conditions carcérales et de critères de détention. Et ce qui ressort de cette réflexion, c'est que les outils déjà existants, notamment du Conseil de l'Europe, et notamment sous le prisme des juges de Strasbourg, et je laisserai éventuellement bien évidemment mon collègue développer ce point, permettent, sous le prisme de l'article 3 et l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, de niveler vers le haut les standards en matière de détention provisoire. Et pour aller dans le même sens, d'ailleurs, la jurisprudence, que ce soit de la Cour de justice de l'Union européenne ou que ce soit de la Cour européenne des droits de l'homme, a développé depuis plusieurs années une jurisprudence assez ambitieuse en la matière. Je rebondis sur l'exemple que je prends souvent, effectivement, sur le mandat d'arrêt européen.
puisque si moi, autorité judiciaire qui a une compétence quasi liée, c'est la grande plus-value de ce mandat d'arrêt européen par rapport à l'extradition, si je dois remettre un de mes nationaux, j'aime autant que, ou même si ce n'est pas un de mes ressortissants nationaux, en tout cas je dois remettre une personne dans un état d'émission d'un mandat, je souhaite effectivement que les garanties procédurales, notamment en matière de détention, et les conditions de détention soient protectrices des droits fondamentaux. Et donc la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par un arrêt de 2016, Aranyusi contre Caldararu, je suis déjà un petit peu trop long, Monsieur le Président, je vais essayer d'achever. Et très récemment, en mars 2021, sa voisine strasbourgeoise, par un arrêt moldovan contre la France, prévoit que lorsque il est envisagé que l'état d'émission d'un mandat d'arrêt européen, potentiellement les conditions d'incarcération ne respectent pas l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prohibe les traitements inhumains et dégradants, le mandat d'arrêt peut ne pas être exécuté. Très rapidement, les actes de perspective, de tendance et d'évolution. Voilà, l'idée, c'est qui se développe, c'est de mettre des motifs de refus directement dans les instruments de coopération judiciaire. Alors, ça a été le cas notamment dans le second fleuron de la coopération judiciaire en Europe, la directive de 2014 sur la décision d'enquête européenne, ce qui permet à une autorité judiciaire de demander des investigations judiciaires de matière pénale dans un autre État membre. Certaines dispositions, je pense notamment à l'article 11 de cette directive d'avril 2014, prévoient expressément que si l'état d'émission de cette décision d'enquête européenne ne contrevient à certaines dispositions en matière de droits fondamentaux, notamment si la décision est dictée par des poursuites qui se heurtent au principe ne bis in idem, l'état d'exécution peut ne pas exécuter cette décision d'enquête européenne. Concernant le mandat européen, la tentation, c'est de rouvrir le débat, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, puisque dans ces décisions cadres de coopération judiciaire, ces motifs de refus n'existent pas. Alors, sur ce point-là, sur lequel je voudrais m'appesantir vraiment quelques secondes, je pense que ça peut être une fausse bonne idée et qu'il faut être vigilant. Et comme disait Montesquieu, voilà, il faut le faire la main tremblante. Bien évidemment, il est très louable d'ajouter des motifs de refus qui n'existent pas actuellement, fondés sur l'irrespect des droits fondamentaux, notamment des garanties procédurales par l'état d'émission d'un mandat d'arrêt européen. Le danger, c'est que si on rouvre les débats de cette décision de cadre, si on la lisbonise, comme on dit, c'est-à-dire que maintenant le paysage juridique ayant changé, on peut aller un peu plus loin, puisque c'est une directive à la majorité qualifiée, je me répète, normalement, on peut aller plus loin que ce qu'il y avait dans la décision cadre de 2002. Sauf que le risque, c'est finalement et paradoxalement une régression dans la coopération judiciaire. La décision cadre de 2002, on n'est jamais allé aussi loin en matière d'intégration judiciaire européenne, et ça tient au fait que son contexte d'adoption est très particulier. Elle a été adoptée en juin 2002, moins d'un an après les attentats du World Trade Center. Et le risque, me semble-t-il, pour ça qu'il faut être vigilant, c'est que si on rajoute plein de motifs de non-exécution, même louables bien évidemment, le risque, c'est de vider un peu de sa substance cet instrument qui est perfectible sans doute, mais qui fonctionne bien et qui est vraiment, je me répète, le fleuron de la coopération judiciaire en Europe. D'ailleurs, même les Britanniques, dans le cadre de leur TCA, enfin leur accord Brexit, ont gardé le mandat d'arrêt européen. Il n'a plus ce nom-là, mais globalement, c'est la même chose. Ce qui souligne quand même que c'est un instrument intéressant. Dernier point sur la tendance actuelle. On peut aller toujours plus loin, bien sûr, comme j'ai dit, mais globalement, les garanties procédurales pour les mises en cause dans la procédure pénale, ça a été accompli. La tendance actuelle, c'est un glissement des garanties procédurales au profit des victimes dans la procédure pénale. Alors, il y a déjà des instruments dédiés. Citons la directive 2012-29 sur le droit des victimes dans la procédure pénale, la directive 2011-99 sur l'ordonnance de protection européenne, voilà des instruments dédiés. Il y a aussi beaucoup de saupoudrage, si vous me permettez l'expression, puisque le droit des victimes est quand même très divers. D'ailleurs, la Commission a désigné une coordinatrice pour les droits des victimes, Madame Janica Pawlowska, pour un peu huiler les rouages, et notamment la directive que Madame la bâtonnière a citée tout à l'heure, la proposition de directive qui sera déposée normalement le 8 mars prochain, Journée internationale des droits des femmes, la Commission fait ça très bien, concernant la lutte contre les violences de genre et plus spécifiquement la violence faite aux femmes, et que j'aurai l'honneur de présider le groupe de négociation au Conseil sur cet instrument. On sait d'ores et déjà qu'il y aura beaucoup de dispositions sur la prise en compte des victimes de violences conjugales, de violences domestiques, sur l'accompagnement de celles-ci, donc une grande thématique
victimes. Il y a un centre d'expertise pour les victimes de terrorisme qui a été créé en 2020. Il y a une plateforme d'échange au niveau de la Commission. Et cette thématique très importante, et ce sera mon point de conclusion, est très importante pour la France qui s'investit dans notamment l'INVR, le European Network for Victims' Rights, le réseau étatique de coopération en matière de prise en charge de la victime. Et ça me permet de faire un peu de publicité pour un événement PFUE. Le 10 mars prochain sera organisé à Paris un symposium sur la prise en charge européenne des victimes de crises majeures, terrorisme, mais également crises, catastrophes naturelles, etc. Je vous invite bien sûr à y participer. Et là, je pense qu'on touche à la limite du sujet, puisque cette thématique des victimes, qui concerne bien sûr les garanties procédurales, est plus large, puisqu'elle concerne également l'accompagnement de celle-ci. Mais c'est la nouvelle tendance, en tout cas législative, et en termes de politique publique, qui est menée par la Commission. Voilà, je vous prie d'excuser d'avoir été peut-être un peu long, et je suis bien sûr à votre disposition pour toute interrogation. Merci. Merci beaucoup, Laurent, pour ce panorama très complet. Et je donne immédiatement la parole au juge français à la Cour européenne des droits de l'homme, Mathias Guillaumard. Cher Mathias, à toi la parole. Merci beaucoup, cher Laurent. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir proposé, et tout particulièrement toi, Laurent, d'y participer, alors même que nous sommes sous le timbre de l'Union européenne. Mais comme ça vient d'être excellemment rappelé, il y a beaucoup de points de rencontre entre les deux ordres juridiques européens. Et la présomption Bosphorus est cette passerelle qui permet aux garanties qui sont protégés dans l'un et l'autre de nos corpus de converger, d'une certaine manière se compléter au service des droits effectifs. Donc je suis très heureux de pouvoir porter la voix de la Convention et de la jurisprudence de la Cour en 12 minutes, m'a dit Laurent. Je vais essayer d'être assez synthétique. Mais d'un point de vue plus personnel, je voulais dire aussi, comme juge, je suis très heureux d'être ici parmi les avocats. Il a été évoqué la belle formule de la justice partenariale. Je l'ai découverte grâce à vous, mais j'ai toujours pensé, quand j'étais juge interne au Conseil d'État, et je le pense toujours maintenant comme juge européen, qu'il y a un partenariat entre les avocats et les juges, et que sans les avocats, il n'y aurait pas de justice. Je vous le dis très sincèrement. Et voilà. Alors, ça commence bien. Non, mais je le dis très sincèrement parce que je mesure à quel point l'effectivité de la protection repose sur vous. C'est vous qui conseillez les personnes, c'est vous qui les portez pendant les procédures, c'est vous qui aidez les juges aussi à ce que la bonne administration de la justice puisse être correctement assurée. Donc je voulais vous le dire, et je ne vais pas... essayer je vais essayer de traiter mon sujet, mais c'est mon sujet, ça, quand même, je crois. Et je voulais vous dire, c'est la transition avec la Convention. Les avocats, dans l'orbite de la Convention européenne, sont à la fois des acteurs et des sujets de la Convention. Et là, je viens de parler de vous comme acteurs. C'est vous qui permettez aux ordres juridiques internes d'être irrigués par les exigences de la Convention. Mais vous êtes aussi des sujets de la Convention, c'est-à-dire en tant qu'avocat titulaire d'un certain nombre des droits qui sont garantis par la Convention. Alors, comme j'ai promis d'être synthétique, j'ai trouvé 5 lignes de force dans la jurisprudence de la Cour pour essayer de présenter quelque chose qui est assez abondant quand même, parce que nous avons beaucoup de jurisprudence qui touche à l'avocat. La première, c'est que l'avocat bénéficie d'une protection essentiellement par ricochet, mais qui correspond quand même à une garantie cruciale. La deuxième concerne l'étendue de cette protection, qui est accordée dans un large spectre de situations. La troisième, c'est que pour autant, le droit à l'avocat n'est pas sans limite, avec le souci de la Cour d'encadrer ces limites et de contrôler le respect de ce cadre. La quatrième, c'est que, comme toujours,
à la Cour, nous veillons à ce que les droits ne soient pas illusoires ou théoriques, mais concrets et effectifs. Et c'est vraiment l'effectivité du droit à l'avocat qui est vérifiée dans notre jurisprudence. Et puis je terminerai, après avoir parlé de l'étendue, par la portée. C'est un droit de large portée qui, pour autant, n'est pas absolu. Je voudrais dire un mot sur les restrictions, puisque ça a été déjà évoqué, puis qui peuvent être apportées au droit à l'avocat. Alors d'abord, une protection par ricochet qui apporte néanmoins une garantie cruciale. Pourquoi par ricochet? Parce qu'en réalité, bien sûr, l'avocat peut être protégé pour lui-même, mais là, la plupart des situations, en réalité, le droit à l'avocat est une condition du respect effectif des droits d'un tiers, celui que vous conseillez, celui que vous défendez. Et donc, c'est indirectement et très directement à la fois que vous êtes au cœur de notre jurisprudence. Et pour paraphraser la belle formule d'Hannah Arendt, je dirais que l'avocat, en réalité, est la condition nécessaire du droit d'avoir des droits, du droit de se faire de ce que les droits qui sont dans le patrimoine juridique des particuliers soient effectivement respectés. Dans notre jurisprudence, il y a beaucoup de formules qui essayent de résumer de manière synthétique la mission cruciale dont je disais, puisque c'est une garantie, certes, qui jouit d'une protection par ricochet, mais qui est cruciale, et il est souvent dit dans notre jurisprudence, rappelé, que l'avocat contribue à la réalisation des buts poursuivis par l'article 6, c'est-à-dire le droit au procès équitable, notamment par l'exercice des droits de la défense et l'égalité des armes. Et je voudrais dire un mot là-dessus. Je crois que véritablement vous êtes des garants d'équilibre. Et c'est ça, dans notre contrôle, que nous vérifions. Est-ce qu'on a permis à l'avocat de rétablir de l'équilibre là où il y a de l'asymétrie? J'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes sur les mineurs, effectivement, qui sont des personnes d'une particulière vulnérabilité. Mais une personne poursuivie, une personne accusée, une personne suspecte est toujours dans une situation d'asymétrie. Et c'est l'avocat qui permet de rétablir l'équilibre. Je passe à la deuxième ligne de force, mais j'aurais eu d'autres choses à dire. Juste un dernier mot pour dire pourquoi c'est crucial. Parce que notre jurisprudence, qui développe beaucoup de volets procéduraux sous les droits matériels, fait un lien constant entre les droits procéduraux et les liens matériels. Il y a une interdépendance entre les deux. Il n'y a pas du hors-sol du processuel ou du procédural. C'est toujours au service du respect d'un droit de fond. Je voulais insister sur ce lien. Deuxième ligne de force, c'est l'étendue de cette protection que nous accordons dans notre jurisprudence dans un large spectre de situations. Bien sûr, nous pensons toujours au procès, au rôle que vous jouez dans le cadre des droits, l'exercice des droits de la défense. Et c'est l'article 6, paragraphe 3, petit c, qui va définir l'étendue du droit à l'avocat. Tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même, j'y reviendrai, ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix, et s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office lorsque les intérêts de la justice l'exigent. On voit bien qu'il y a ici 3 droits distincts qui sont énoncés par ce 6, paragraphe 3, petit c, celui d'avoir le défenseur de son choix ou de se défendre soi-même, et celui, très important, d'être assisté gratuitement, le cas échéant, par un avocat. Mais je voudrais, parce que je suis tout à fait convaincu qu'il y a un continuum dans l'exercice de vos fonction, rappeler que l'article 8 protège aussi les relations entre l'avocat et son client au titre de la vie privée, et ça c'est un élément extrêmement important. Depuis Altay contre Turquie, notre jurisprudence protège le conseil juridique, les échanges qui doivent être confidentiels, dont le caractère privé doit être garanti, y compris dans des situations qui n'ont rien à voir avec un procès ou même un procès à venir. Et ce statut privilégié qui est accordé à la relation avocat-client sous le timbre de l'article 8, c'est-à-dire protection de la vie privée, me semble extrêmement important, car vous le savez bien mieux que moi, ça commence très souvent, bien en amont d'un procès. Et quand on aide les personnes justement vulnérables, c'est d'abord par l'exercice du devoir de conseil que le rôle de l'avocat se manifeste de la façon la plus éclatante. Laurent avait fait un commentaire très brillant de l'affaire Michaud contre France, mais je pense que cette jurisprudence, que j'avais connue dès le début au Conseil d'État, parce que j'étais le rapporteur public de l'affaire Michaud au Conseil d'État en 2009, sur la déclaration de soupçon en cas de blanchiment, eh bien,
on parlait de la présomption Bosphorus, dans Michaud contre France, la Cour a dit, faute d'avoir fait un renvoi préjudiciel à la Cour de justice, il n'y a pas eu d'exercice à un niveau adéquat du mécanisme de protection de l'Union européenne, donc la présomption ne joue pas. Donc je recontrôle directement la solution retenue par le Conseil d'État. Nous avions été très heureux à l'époque au Conseil d'État, et maintenant je suis encore plus heureux que je suis à la Cour, que la Cour avait dit, il n'y a rien à redire à ce qu'a dit le Conseil d'État. Et qu'avait dit le Conseil d'État? C'est que, effectivement, évidemment, la Cour de justice l'avait dit sous 6, mais sous 8, il y avait une protection de la confidentialité et du secret professionnel. Et on y vient, ce secret professionnel, on en parlait l'autre jour, notamment avec le président du CNB, c'est une actualité très brûlante pour vous, mais le secret professionnel, c'est la clé de tout ça. Et la Cour, dans l'arrêt Michaud contre France, va vérifier très concrètement, très précisément, quelles sont les garanties qui sont prévues pour les hypothèses dans lesquelles il doit être levé. Et notamment le fait qu'on ne va pas faire la déclaration de soupçon directement, mais que ça va passer par l'intermédiaire une instance de la profession, est une garantie fondamentale. Donc ce continuum, il est garanti par le fait que vous êtes protégé, et les gens que vous conseillez ou défendez le sont, à la fois sous le terme de 6.3, avec la notion la portée autonome que nous reconnaissons à la notion de matière pénale, qui fait qu'on attrape à peu près tout quand même, enfin presque tout, et puis grâce à l'interprétation extensive de la notion de vie privée sous le timbre de l'article 8. Je vais assez vite, excusez-moi, mais je veux aller au terme de mes 5 lignes de force. Je passe à la 3e. Ce droit n'est pas sans limite, mais nous veillons à ce que le cadre qui régit ces limites soit respecté. Pourquoi il n'est pas sans limite? D'abord parce que 6.3 le prévoit, les gens ont le droit de se défendre eux-mêmes. Alors, très paradoxalement d'ailleurs, c'est à front renversé que nous intervenons dans notre jurisprudence dans des hypothèses, où on l'a vu avec Correia des Matos contre Portugal, où il y a une obligation prévue par le droit interne de représentation, où les gens n'ont pas le droit de se représenter eux-mêmes, et alors ils viennent devant nous et ils disent « mais 6.3 dit j'ai le droit de choisir ». Alors, nous avons toujours à ce moment-là un contrôle assez strict, mais nous admettons que les intérêts de la justice, et ce terme revient très fréquemment dans notre jurisprudence en ce qui concerne le rôle de l'avocat, ce qui montre bien qu'il y a un partenariat. C'est la notion d'intérêt de la justice. Lorsque les intérêts de la justice exigent une obligation de représentation, alors la revendication de se représenter soi-même doit céder. Donc il y a quand même, si je puis dire, une limite à la limite au droit à l'avocat. La deuxième limite, c'est qu'on peut toujours renoncer au droit d'accès à un avocat, mais là, la Cour est très vigilante, et la formule qu'on trouve notamment dans Ibrahim contre le Royaume-Uni, c'est qu'elle doit vérifier qu'il s'agit d'une renonciation consciente et éclairée, évidemment pas sous pression, évidemment pas sous la menace, ou de manière non délibérée. Et nous avons reconnu qu'il y avait toujours la faculté de revenir sur la renonciation. Tout au long de la procédure, quelqu'un qui a cru devoir ou pouvoir renoncer au bénéfice d'un avocat peut demander l'assistance d'un avocat, et notre Cour exige à ce moment-là qu'il soit fait droit à cette demande. 4e ligne de force. Les garanties doivent permettre que la mission exercée par l'avocat soit effective. Et c'est ce contrôle in concreto que nous exerçons d'ailleurs dans tous les domaines. C'est un peu, si je puis dire, le mode d'emploi traditionnel du contrôle de la Cour. Le fait que nous soyons saisis par recours individuel, d'ailleurs, presque implique nécessairement un contrôle casuistique in concreto. Alors, ces garanties concrètes, elles se traduisent d'abord par l'aide juridictionnelle. On le voit, le droit à l'assistance gratuite d'un avocat est marbré dans le 6.3. Et il y a des conditions, évidemment, c'est pas de plein droit, la situation pécuniaire, et là on retrouve aussi les intérêts de la justice qui doivent le commander. Mais nous avons une quasi-présomption qu'en cas de mesure privative de liberté, l'aide juridictionnelle est de droit. Et je dis quasi-présomption parce que nous n'aimons pas trop faire des présomptions, mais c'est une quasi-présomption. Le droit à l'assistance gratuite, notamment, voyez l'affaire Benham contre Royaume-Uni. Donc cette aide gratuite doit être concrète et effective. Alors ça se traduit par la désignation d'un avocat commis d'office, qui d'ailleurs peut se trouver lui-même à tempérer
la possibilité, là aussi prévue, de choisir son avocat. On dit on a le droit à l'avocat de son choix, pas de manière absolue, évidemment. Et là aussi, il peut y avoir un contrôle assez fin de la Cour sur le fait qu'on passe outre la volonté de la personne poursuivie ou accusée. Mais nous rappelons toujours que dans toute la mesure du possible, y compris dans les procédures de désignation d'office des avocats, il faut essayer de tenir compte de la volonté de l'accusé. Dans toute la mesure du possible. Et il y a une affaire contre l'Allemagne, croissant contre l'Allemagne, qui exige des motifs pertinents et suffisants, toujours au nom des intérêts de justice, pour aller outre, passer outre. Mais aussi, et je crois que c'est très important, c'est que nous exigeons d'une certaine manière que la responsabilité de l'État puisse être engagée en cas de manquement de l'avocat désigné d'office à ses obligations. Donc, il y a cette corde de rappel qui fait que quelqu'un qu'on n'aurait pas choisi mais qui ne fait pas bien son travail, eh bien va non pas, alors après il y a toujours la possibilité de poursuite disciplinaire, mais du point de vue de la Convention, ce qui compte c'est la responsabilité de l'État parce que c'est lui le débiteur final de l'obligation d'assurer la représentation. Je voudrais dire un mot sur la communication confidentielle avec l'avocat, qui est une autre dimension de ce bénéfice effectif du droit à l'avocat. Nous veillons de manière très précise, très concrète, au respect de ces échanges privés. Et alors, évidemment, c'est les cas concrets qui nous donnent toujours beaucoup, si je peux dire, d'occasion de rentrer dans des situations très particulières. Mais par exemple, une mise sur écoute de conversations téléphoniques entre un accusé et son avocat, ça ne vous étonnera pas que ça ne marche pas dans notre jurisprudence. Il y a une affaire Zagaria contre Italie. Mais une limitation excessive et un peu systématique du nombre ou de la durée des visites qu'un avocat doit pouvoir rendre à son client, ça ne marche pas non plus. C'est une affaire Öcalan contre Turquie. Mais une surveillance même par un juge, le juge d'instruction, des contacts entre le détenu et son avocat, ça ne va pas non plus. Lance contre Autriche. En réalité, malheureusement, nous voyons beaucoup de façons d'essayer d'avoir une prise plus ou moins directe sur la relation qui doit être sanctuarisée. Je crois que c'est le bon terme. Nous veillons à la totale sanctuarisation des communications entre un accusé et son avocat. Ce n'est qu'exceptionnellement, notamment en cas de comportement illicite de l'avocat, que des restrictions peuvent être apportées, mais c'est pathologique, hein, évidemment. Toute profession a ses pathologies. Hein. Voilà. Alors, mais je ne m'attendais pas à être applaudi en disant ça. Si je dis que les juges aussi, peut-être, alors... vous allez... Et je terminerai en parlant de la portée du droit. C'est une portée qui n'est pas absolue, mais qui est très large. D'abord, et je crois que c'est ça qui est essentiel, c'est que nous avons étendu à toutes les phases de la procédure le droit d'accès à un avocat. Il a été rappelé quand même que le droit à l'avocat en garde à vue, ça vient de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a cette trilogie Saldouz, Ibrahim, Beuze, et qui consacre véritablement ce droit général à l'assistance et au soutien d'un avocat pendant toute la procédure. Et le fait que nous ayons une conception autonome de la matière pénale renforce encore cette protection. Alors ça vient de Imbrocha contre Suisse, avec l'idée que dans les phases amont, il peut se nouer des choses qui sont essentielles, les phases d'enquête, les phases d'interrogatoire, les perquisitions, et c'est vous êtes souvent sur le terrain face à ces situations-là, vous le savez bien, vous le mesurez mieux que tout, que là, il peut se jouer des choses qui sont absolument décisives, et que si on prive à ce moment-là les personnes de leurs droits, ça peut être irrémédiable. Alors, je voudrais quand même terminer en parlant des restrictions qui peuvent être apportées au prompt accès à l'avocat. Car pour autant, nous l'avons posé comme principe, pour autant, nous admettons des limitations. Et notamment Beuze contre Belgique, de l'arrêt de 2018 de Grande Chambre, a théorisé, enfin est revenu sur le test en 2 étapes, lorsque l'on ne va pas, l'État contractant qui défend devant la Cour n'a pas permis à la personne de bénéficier du soutien de l'avocat dans des phases amont. Hein, et souvent, c'est la garde à vue. Je tiens à vous dire, je fais un peu de teasing, que nous avons une série d'affaires qui concernent l'audition libre en France, et le droit à l'avocat qui, normalement, devrait sortir en 2022.
Alors, les restrictions n'entraînent pas systématiquement une condamnation, c'est-à-dire un constat de violation. Il y a un test en 2 étapes que rappelle Beuys. D'abord, existe-t-il des raisons impérieuses justifiant ce différé à l'accès, car ça ne peut pas être un refus, c'est simplement un différé. Et puis, après, ça veut dire que je dois me taire, ça, c'est ça? Non, 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 non. Ça, c'est... et alors, donc j'ai bientôt fini. Et du coup, si oui, nous passons à la seconde étape. Sinon, nous passons quand même à la seconde étape, qui est le contrôle de l'équité globale de la procédure, mais avec une supervision beaucoup plus stricte, beaucoup plus renforcée. Alors, l'équité globale de la procédure, c'est quelque chose qui est très critiqué dans la jurisprudence de la Cour. Et je voudrais quand même dire un mot dessus. D'abord, ce n'est pas nouveau. Pour tous ceux qui connaissent, et vous êtes, c'est le cas ici, la jurisprudence de la Cour, vous savez qu'en termes de publicité des audiences, on a toujours fait ça. On a toujours admis qu'un défaut de publicité en première instance pouvait être purgé d'une certaine manière en instance d'appel, à condition évidemment qu'on rejuge l'ensemble de l'affaire, non seulement en droit, mais aussi en fait. C'est pareil pour la comparution de la personne à l'audience. Elle n'a pas été en première instance, mais si elle a été en appel et qu'on a refait complètement le procès, alors c'est gagé, si je puis dire. Parce que, au fond, il faut bien comprendre la position de la Cour européenne. Ça n'est pas un juge interne qui ne contrôle pas le respect au regard des règles du droit interne de la procédure. Ça n'est pas un juge de cassation qui va vérifier si les garanties procédurales ont été scrupuleusement respectées. C'est un juge qui doit veiller à ce que les exigences attachées aux droits protégés par la Convention ou impliquées par le respect de ces droits ont globalement été apportées dans la procédure, dans l'ordre interne. Et c'est la responsabilité partagée. L'ordre interne fait ce qu'il doit faire au regard de ses propres règles. Il y a le mécanisme du principe de subsidiarité. Puis, en cas de saisine de la Cour, nous exerçons notre supervision, mais c'est ce qu'on dit toujours en anglais, parce que bon, je délibère beaucoup en anglais aussi à la Cour. On a un global picture de la situation. C'est la focale large. On regarde si, à la fin, tout bien pesé, les droits fondamentaux ont été globalement respectés. Mais en faisant ça, on tient compte d'un certain nombre d'éléments, évidemment. C'est une sorte de mise en balance. On tient compte de la vulnérabilité de la personne. On tient compte de la gravité, évidemment, du manquement. Est-ce que ça a été juste une demi-heure ou est-ce que ça a été pendant les 4 heures d'interrogatoire? On tient compte de l'utilisation qui a été faite des déclarations de la personne. Des preuves. Est-ce que ce sont les seules qui ont été utilisées pour la condamnation ensuite? Ou est-ce qu'il était possible de contester dans l'ordre interne l'authenticité de ces preuves ou leur validité? Donc nous avons un contrôle très fin qui fait que, effectivement, à la fin, il arrive que le refus d'accorder l'accès immédiat dès le premier moment à l'avocat puisse être finalement considéré comme n'ayant pas affecté l'équité globale de la procédure. Mais je voulais dire, d'abord, c'est notre façon de faire de manière générale, ça correspond au rôle de la Cour, et avec le test en 2 étapes, et j'ai essayé d'être rapide, donc je ne suis pas rentré trop dans tous les critères, mais toute la batterie de critères que nous mobilisons pour ce faire, nous essayons effectivement de ne jamais laisser passer des situations dans lesquelles précisément le défaut de l'assistance de l'avocat aurait privé la personne poursuivie de ce droit à l'équilibre dont je parlais. Et je terminerai en disant, derrière tout ça, le cœur du contrôle, ça renvoie à 2 choses qui sont très importantes, le droit de ne pas s'auto-incriminer, le droit de garder le silence. Et en réalité, on voit bien que c'est au regard de cela, et ces droits-là sont essentiels, et notre jurisprudence les a rappelés. Ce n'était pas forcément dans la tradition française non plus immédiatement à l'esprit, hein, mais ces droits-là, maintenant, ils sont ancrés. Il y a une grande convergence avec l'ordre de l'Union européenne de ce point de vue-là aussi. Ils sont ancrés au cœur des exigences que les intérêts de la justice commandent de respecter. Et ces intérêts de la justice, je terminerai, j'ai été un peu plus long que prévu, j'en suis désolé, par là où j'ai commencé, ces intérêts de la justice, c'est que concrètement, de manière quotidienne, de façon la plus triviale, et j'utilise ce terme-là, car des petites choses peuvent être absolument
indispensable ou fondamentale pour les gens, eh bien, l'avocat puisse exercer sa mission dans tous les segments de son activité, avec la plénitude des outils qu'il peut manier, parce que d'une certaine manière, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de justice sans les avocats. Et c'est ce que nous essayons, à chaque fois que des affaires sont portées devant la Cour, de garantir. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Mathias, pour cette remarquable plaidoirie. Et tu as vu, l'intensité des applaudissements est même supérieure à celle qui était au début de ton propos introductif. Donc je vous remercie encore. Nous avons pris un petit peu de retard et donc je vais tout de suite céder la parole à la deuxième table ronde en remerciant nos intervenants.